Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'attaquer à l'exercice 1 de l'épreuve de maths des CCINP 2025 filière PC. C'est un exercice assez original sur l'étude d'un endomorphisme matriciel. Un exercice loin d'être trivial, notamment à la fin, où ça se corse un petit peu. Donc plutôt agréablement surpris par le niveau de cet exercice cette année d'algèbre. Donc on nous définit un endomorphisme phi de C dans Mn de C qui a une matrice M associe à M, la matrice A ayant été fixée au début. On nous demande de montrer que cette application est un endomorphisme de Mn de C. Donc bien sûr, il y a deux choses à montrer. Il faut montrer que c'est linéaire et il faut montrer que l'image est dans Mn de C. Donc on prend M et N deux matrices, lambda et mu deux nombres complexes, des scalaires, phi A de lambda M plus mu N, ça c'est A fois lambda M plus mu N. On sort le lambda, on distribue le A, ça fait lambda AM plus mu AN. Donc c'est bien lambda fois phi A de n plus mu fois phi A de n. Donc phi A est bien une application linéaire, et pour tout m, AM est dans Mn de C, puisque Mn de C est une algèbre. Donc ou un anneau. Vous pouvez dire que c'est un anneau, c'est-à-dire que c'est stable par multiplication. Et donc phi A est un endomorphisme de Mn de C. Voilà. Question 2, on nous demande de montrer que phi A rond phi B, c'est phi de AB. Donc pour ça, on prend deux matrices A et B, et on va essayer de montrer ça pour tout M. Donc on fixe M dans Mn de C, alors phi A rond phi B de M, c'est phi A de Bn, c'est-à-dire qu'on évalue phi B en M, et phi A de Bm, c'est ABM. Et là, on fait jouer l'associativité du produit matriciel. Je pense qu'il faut l'écrire explicitement. C'est quelque chose qui tombe très souvent dans énormément d'épreuves. L'utilisation de l'associativité, cette année, c'était partout. À l'X en PC, c'était à toutes les questions. Voilà, c'est vraiment venu très souvent. Et donc, du coup, on reconnaît que c'est phi AB de M. Ça, c'est vrai pour tout M. Et donc, phi A rond phi B, c'est bien égal à phi AB. Voilà, ça se fait bien, il faut juste bien rédiger. On est en début d'épreuve, rassurer le correcteur comme d'habitude. Troisième question, on demande de montrer que phi A est un isomorphisme si et seulement si la matrice A est inversible. On nous a donné une indication, donc allons-y. Si phi A est un isomorphisme, IN admet un antécédent, il admet un unique antécédent que j'appelle M. Et donc j'ai phi A de M qui vaut IN, équivaut à M. Mais si AM vaut IN, ça veut dire que A est inversible, et que son inverse c'est M. Donc ça nous a permis de montrer que si phi A était un isomorphisme, alors A est inversible, et réciproquement, si A est inversible, j'avais envie de prendre phi A rond phi A moins 1, ça c'est phi de A à moins 1, ça c'est phi IN, et c'est l'identité de Mn de C. D'après la question précédente, d'après le petit 2, phi A rond phi A moins 1, c'est phi de A à moins 1. Donc voilà. Or, phi A est un endomorphisme, donc quand on a phi A rond phi A moins 1 qui vaut l'identité, ça veut dire que phi A est inversible et que son inverse c'est phi A moins 1. Voilà, donc phi A est un endomorphisme, et donc on a bien montré que phi A est un endomorphisme si et seulement si A est inversible. Voilà pour cette première partie, une mise en bouche, ma foi, de bonne qualité. Grand 2, on prend un exemple avec une matrice de 2 et un paramètre petit a complexe. On nous demande de calculer le polynôme caractéristique de A. Ça, c'est évidemment pour une matrice triangulaire supérieure, c'est x-1, x-1.
et on nous demande de déterminer en fonction de A une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable. Donc on a le polynôme caractéristique. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que si les valeurs propres sont distinctes, on a donc si A est différent de 1, on a un polynôme caractéristique qui est scindé à racine simple, et donc A est diagonalisable. Ça, c'est une condition suffisante de diagonalisabilité. La raison, c'est que du coup, on a des espaces propres simples, si on en a n, on est sûr de pouvoir diagonaliser. Maintenant, si A vaut 1, le spectre de A est réduit à 1, et à ce moment-là, on fait par l'absurde, on dit si A était diagonalisable, à ce moment-là, elle serait semblable à l'identité. Or, une matrice semblable à l'identité, c'est l'identité. D'accord? Donc, il y a une contradiction. Parce que A serait égal à l'identité, ce qui est faux. À cause du coefficient de A 1, 2, qui vaut 1. D'accord? Donc, on a bien montré que A est diagonalisable si et seulement si A est différent de 1. Voilà. Question 5, on nous donne une base, la base canonique de M de 2C. Donc je lui ordonne un nom A1, A2, A3, A4, et il faut déterminer la matrice de phi A dans cette base. Donc on calcule les images, c'est du calcul matriciel. On a phi A de A1, c'est AA1, ça vaut A1, phi A de A2 vaut A2, phi A de A3, ça vaut A1 plus AA3, et phi A de A4, ça vaut A2 plus AA4. Donc si on appelle M1 la matrice de phi A dans cette base, M1 ça a cette tête. On met en colonne les images. Donc là j'ai phi A de A1, phi A de A2, phi A de A3 et phi A de A4. Ok? Maintenant, les valeurs propres de phi A, le spectre de phi A c'est 1A, puisqu'on a une matrice triangulaire supérieure. Alors, si A est différent de 1, phi A a deux valeurs propres. En fait, on va écrire que phi A... En fait, on va écrire plutôt ça. C'est 1 si A égale 1 et spectre de phi A égale 1A. Pardon. 1A si A est différent de 1. Donc si A est différent de 1, je vais avoir l'espace propre pour la valeur propre 1, c'est I4 moins M1, c'est une matrice de rang 2, donc le sous-espace propre est de dimension 2, et AI4 moins M1, ça c'est une matrice de rang 2 pour tout A, parce qu'en fait elle a une sous-matrice que l'on voit ici, qui est de rang 2. D'accord? Le rang, c'est le rang de la plus grande sous-matrice. Et donc, forcément, si on a une sous-matrice de rang 2, le rang est supérieur ou égal à 2. Et comme on a deux lignes nulles, le rang est inférieur ou égal à 2. Donc, bon, je n'ai pas justifié. Peut-être que là, on est en début d'épreuve. Peut-être qu'il faudrait justifier. Bon. Voilà. Si A vaut 1, par contre, la matrice 1, elle est comme ça. Le rang de I4 moins M1, c'est 2. Et donc, le sous-espace propre est de dimension 2. Donc, on a bien que phi A est diagonalisable si et seulement si A est différent de 1,
puisque un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions de ses sous-espaces propres est égale à la dimension de l'espace tout entier. Puisque quand on diagonalise, il faut pouvoir représenter l'endomorphisme sous forme d'une matrice diagonale et donc avec tout l'espace fait de vecteurs propres. Donc dans le cas où A est différent de 1, on a bien 2 plus 2 égale 4. Dans le cas où A est égal à 1, on a 2 qui est différent de 4. Voilà. Mettez pause, lisez tranquillement ce que j'ai mis là en bas de la question 7. Mais c'est important d'être très clair là-dessus. N'hésitez pas à revenir en commentaire si vous avez des questions. Question 8. Maintenant, on attaque le cas si A est diagonalisable. On nous demande de montrer que phi de A puissance k, c'est phi de A puissance k. C'est une récurrence. Pour k égale 0, A puissance 0, c'est l'identité. Phi de A puissance 0, c'est phi de l'identité. Et ça, c'est l'identité de Mn de C, qui vaut bien phi A puissance 0. Bon, c'est immédiat. Maintenant, si la propriété est vraie pour k dans n, on calcule phi de A puissance k plus 1. C'est phi de A puissance k fois A. Ça, c'est phi de A puissance k rond phi de A, d'après la question 2. Phi de A puissance k, c'est phi de A puissance k. Ça, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Et donc, on a bien phi de A puissance k plus 1. Voilà, on nous demande du coup d'en déduire que pour tout polynôme, le polynôme de phi de A, c'est phi de P de A. Donc d'abord, parce qu'en fait le polynôme, on veut l'écrire comme la somme des AK x puissance k. Donc d'abord, on va montrer que phi de alpha A, c'est alpha fois phi de A, et phi de A plus B, c'est phi de A plus phi de B. C'est immédiat, hein. Je prends alpha dans C pour tout m. Phi de alpha A en m, c'est alpha A m. C'est alpha fois AM. Et donc, c'est alpha fois phi de A m. Donc, on a bien que pour tout alpha, dans C, phi de alpha A, c'est alpha phi de A. Et de la même manière, si A et B sont dans Mn de C, phi de A plus B, c'est phi de A plus phi de B. Puisque A plus B fois M, c'est AM plus BM, c'est phi de A de M plus phi de B de M. Même chose. Donc quand je vais écrire P comme la somme des AKXK, phi de P de A, c'est phi de la somme des AK A puissance K. Et donc c'est la somme des AK phi de A puissance K. Et donc c'est P de phi de A. D'accord ? Votre polynôme, mettez-le bien de degré petit m et pas petit n. Le degré du polynôme, ça peut être n'importe quel nombre entier. Donc ce n'est pas forcément le n du Mn de C. Voilà. Donc maintenant, question 10. Rappelez la caractérisation de la diagonalisabilité d'une matrice ou d'un endomorphisme à l'aide d'un polynôme annulateur. En déduire que la matrice A est diagonalisable si et seulement si l'endomorphisme phi A est diagonalisable. Bon, une matrice ou un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si il a un polynôme annulateur qui est scindé à racine simple. D'accord ? Donc, qu'on appelle le polynôme minimal, s'il est unitaire. Donc, A est diagonalisable si et seulement s'il existe un polynôme scindé à racine simple qui annule A, qu'on appelle P. Donc, P de A égale 0. Donc, ça, si et seulement si phi de P de A, c'est l'endomorphisme phi 0. Et ça, c'est P de phi de A. D'accord ? Et donc ça, c'est si et seulement si phi. D'accord ? Si j'ai un polynôme annulateur tel que P de phi de A donc dans le sens si P existe tel que P de A égale 0, j'ai phi de P de A, c'est phi 0, ça vaut 0, et ça vaut P de phi de A. Donc du coup, phi de A a un polynôme annulateur scindé simple. Inversement, si phi de A est annulé par un polynôme annulateur, alors j'ai 0
c'est phi de P de A. D'accord? Et donc ça, je pense qu'il va falloir que je vais devoir le préciser. D'accord? Donc on continue. Si ça c'est vrai, donc s'il existe un polynôme scindé simple tel que P de phi de A égale 0, donc phi de A est un polynôme annulateur scindé des racines simples, et donc si et seulement si phi de A est diagonalisable. Donc je vais faire ici, donc si phi de P de A égale 0, alors pour tout m, pour tout m, j'ai P de A m égale 0. Et donc pour m égale in, j'ai P de A in égale P de A égale 0. D'accord? Donc on a bien dans les deux sens. Voilà. Donc attention, là ma première rédaction, j'avais pas tous les points. Hein. Donc là on a bien dans le sens de gauche à droite, si P annule A, d'après la question d'avant, phi de P de A, c'est l'endomorphisme nul de Mn de C, mais ça vaut aussi P de phi de A. Donc phi de A est annulé par un polynôme scindé simple. Et inversement, si phi de A est annulé par un polynôme scindé simple, à ce moment-là, phi de P de A vaut 0. Mais si phi de P de A vaut 0, à ce moment-là, je peux l'évaluer en l'identité. Et ça me dit que P de A fois l'identité, c'est-à-dire P de A vaut 0. Voilà. Très bien. Question 11. On note qui A, le polynôme caractéristique de A, montré qui A de phi de A est l'endomorphisme nul. D'après le théorème de... Alors ça j'ai mis du temps parce que je ne savais plus que Cayley-Hamilton était au programme des PC. À mon époque, il y a 20 ans, c'était complètement hors programme. Donc d'après Cayley-Hamilton, qui A de A vaut 0. Et donc d'après 9, qui A de phi de A, ça vaut qui A de qui A de A. Donc qui A de phi de A, ça vaut phi de qui A de A, pardon. Ça vaut phi de qui A de A. Et donc ça vaut phi de 0. Et donc ça vaut 0. Donc c'est juste, on applique la question 9 avec le polynôme P égale qui A. Et ça montre que ça fait phi 0, ça fait 0. Donc qui A de phi de A vaut 0. Ça veut dire que le spectre de phi de A, sans multiplicité, est inclus dans le spectre de A, puisque qui A est un polynôme annulateur de phi A. Et donc c'est les racines de qui A, c'est le spectre de A. Et on sait que quand un polynôme annule un endomorphisme, le spectre de l'endomorphisme est inclus dans les racines du polynôme. Alors de la même manière, j'ai qui de phi A pris en phi A égale 0. Et donc phi de qui phi A en A égale 0. Et donc pareil, je l'évalue dans l'identité, comme tout à l'heure. Et donc j'ai bien qui phi A de l'identité vaut 0. Qui phi A de A de l'identité. Et donc qui phi A de A vaut 0. Donc de la même manière, le spectre de A est inclus dans le spectre de phi A. Et donc par double inclusion, les deux endomorphismes ont le même spectre sans multiplicité, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes valeurs propres.
Question 12, on nous demande de montrer une équivalence entre une matrice qui est dans le sous-espace propre E lambda de phi A, pour une valeur propre lambda, et les colonnes de cette matrice comme éléments du sous-espace propre E lambda de A. Donc on définit une matrice M, C1, Cn, c'est vecteur colonne. Donc si M est dans E lambda de phi A, ça veut dire que phi A de M, c'est la lambda M. C'est-à-dire si et seulement si AM égale lambda M. Or AM, si vous regardez, si M c'est les colonnes C1, C2, Cn, AM c'est AC1, AC2, ACn. Ça, il suffit de poser la matrice pour comprendre que c'est ça. Et de la même manière, lambda M c'est lambda C1, lambda C2, etc. jusqu'à lambda Cn. Et donc l'égalité, ça me dit que M appartient à E lambda de phi A. Si et seulement si pour tout i, j'ai ACI égale lambda CI. Hein, on a bien cette égalité-là. Et donc pour tout i, CI est dans le noyau de A moins lambda identité de C puissance n. Donc on nous a donné une grosse indication pour la question suivante. On nous dit qu'il y a un isomorphisme entre le sous-espace propre E lambda de phi A et E lambda de A puissance n. Ce qui veut dire que la dimension de E lambda de phi A, c'est la dimension de E lambda fois n. Dit autrement, ça veut dire que la multiplicité de lambda pour phi A, c'est la multiplicité de lambda pour A fois n. Et ça tombe bien puisque l'espace sur lequel joue A, qui est R puissance n, et il faut le multiplier par n pour avoir l'espace sur lequel joue phi A, qui est Mn de C, qui est dimension n fois n au carré. Et donc si A est diagonalisable, alors phi A l'est aussi, d'après la question 10. Et si on dit que spectre de A, c'est les lambda I, avec multiplicité, le déterminant de A, c'est le produit des lambda I, et le déterminant de phi A, c'est le produit des lambda I puissance n, puisque chaque lambda I, je vais la démultiplier, je vais la prendre puissance n. D'accord? Ça, c'est d'après la remarque précédente. Ça aurait été peut-être plus élégant si je l'avais écrit sans multiplicité, d'écrire les lambda I puissance mi. Et à ce moment-là, on aurait les lambda I puissance mi fois n. Et donc, en tout état de cause, le déterminant de phi A, c'est le déterminant de A puissance n. Et de la même manière, la trace de A, c'est la somme des lambda I. Chaque lambda I est de multiplicité n fois lambda I. Et donc, la trace de phi A, c'est la somme des lambda I fois n. Et donc, c'est n fois la trace de A. Voilà pour cet exercice intéressant, assez original. La fin n'est pas triviale. C'est pas très difficile, mais c'est un peu technique. Et donc, voilà, je pense que c'est pas mal. C'est un exercice qui a pu embêter, je pense, certains préparationnaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à la vidéo, posez-moi vos questions en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.